Alors, ce soir, dans le cadre de la saga Marx Attacks, nous, la rédaction du journal Propagande, nous présentons une série de conférences dans le but de faire de l'éducation populaire autour de tous les penseurs rationalistes et en particulier marxistes. Alors, il y a 2 ans, Stéphanie Rosa présentait un livre dont le titre était La gauche contre les Lumières avec un point d'interrogation, où elle montrait comment, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les penseurs de gauche s'étaient mis de plus en plus et toujours plus aujourd'hui en contradiction avec les philosophes des Lumières. Et donc dans ce livre, qui est l'objet de cette conférence, Lumière de la gauche, Stéphanie Rosa revient sur tous les penseurs de la gauche européenne, mais pas que, enfin assez européenne malgré tout. Donc quel était le lien des penseurs de la gauche, avec quel était le lien souvent contradictoire, mais je te laisserai développer, avec la philosophie du Lumière. Et je te passe tout de suite la parole pour présenter. Merci de l'invitation, enfin merci à la librairie Tropique et puis merci à la rédaction de Propagande, voilà, pour cette invitation. Je vais revenir rapidement quand même sur le projet de départ, pourquoi est-ce que j'ai fait ça. C'était il y a 4 ou 5 ans et j'ai été prise d'une exaspération. Face à tout ce que je pouvais voir dans les milieux de gauche d'une manière générale, certains milieux universitaires en particulier, de propos anti-lumière au sens anti-rationaliste, anti-progressiste, anti-universaliste, de gens qui non seulement se situaient à gauche dans le champ politique, mais même considéraient que justement cet héritage progressiste, universaliste, rationaliste, c'était au fond un héritage réactionnaire. Et donc, constatant cette situation, j'ai eu d'abord l'idée de faire un gros livre qui partait de la Révolution française et qui aurait terminé par l'époque contemporaine. Un gros livre sur les rapports entre l'héritage des Lumières et les gauches, parce qu'on dit la gauche, mais en fait c'est à la fois les marxistes, les sociodémocrates, socialistes, les anarchistes. J'ai voulu prendre un spectre large. Voilà, et ce que je voulais montrer au départ, dans mon premier projet, c'était comment finalement on a un certain rapport à l'héritage des Lumières, qui est alors certes un rapport dialectique et contradictoire, c'est vrai, mais quand même un rapport globalement positif, on va dire, à cet héritage-là, jusque, on va dire, ça commence avec la Seconde Guerre mondiale, mais ça prend vraiment son essor aux années 60, ce qui prend son essor, c'est un retournement de cette attitude, d'un regard plutôt positif, dans une perspective quand même de prolongement de l'héritage des Lumières. On va y revenir. Un retournement en une attitude critique, voire hyper critique face à cet héritage, vis-à-vis de cet héritage. Alors, je précise que j'ai pris, pour la période contemporaine, j'ai sélectionné volontairement les auteurs qui étaient les plus représentatifs de cette tradition, cette nouvelle tradition anti-lumière. Bien sûr que il y a des penseurs qui continuent, des penseurs de gauche, des penseurs marxistes, des penseurs même anarchistes, socialistes, qui continuent de se considérer comme des héritiers des Lumières. Mais c'est pas d'eux que je parle, parce que la nouveauté, à mon avis, depuis les années 60, c'est plutôt le retournement. C'est ce qui est le plus spectaculaire, et puis c'est ce qui, finalement, aujourd'hui, à gauche, maintenant, à la fin de l'année 2022, on peut le dire, qui est devenu, d'un point de vue culturel, hégémonique, assez hégémonique en tout cas, dans les organisations de gauche et dans les milieux de gauche. Même si, voilà, on pourrait discuter de ce caractère hégémonique, mais voilà, on y reviendra peut-être. Donc au départ, je voulais faire un gros livre, et puis finalement, pour des raisons éditoriales, on m'a pas laissé, personne ne voulait de ce gros livre. Donc j'ai dû le couper en deux, et c'est pour ça qu'il est sorti, non seulement il est sorti en 2 temps, mais en plus un peu dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que La gauche contre les Lumières, qui traite de la période contemporaine, elle est sortie en 2020, et les Lumières de la gauche, qui traitent de la période qui précède, sont sorties après. Voilà, bon. Donc c'est un peu dans le désordre, c'est pas très grave. Disons que cet ouvrage-là, il est du coup beaucoup moins polémique. On a la distance historique, et puis en plus, il y a moins
comment dire, il y a à mon avis moins de trucs scandaleux dans ce qui précède les années 60 qu'après, donc mon ton est moins polémique dans ce deuxième livre. Alors je voudrais dire un mot d'une part sur, disons, la tradition intellectuelle dans laquelle mon projet s'inscrit, parce que je ne suis pas la première à tenter de faire une généalogie de la pensée anti-lumière. Avant moi, il y a un auteur marxiste, enfin un philosophe marxiste sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, qui est Georges Lukács, qui a travaillé dans une série de textes en fait, mais le plus connu et le plus gros c'est La destruction de la raison, donc sur la tradition, alors qu'il appelle irrationaliste, mais bon c'est la même chose, c'est les anti-lumières, mais c'est une tradition dans La destruction de la raison, c'est une tradition de droite. Lukács écrit ça, il publie ça dans les années 50, donc il n'y a pas encore eu ce retournement d'une partie de la gauche. Donc les anti-lumières se situent exclusivement à droite, et il commence sa généalogie aux réactions anti-révolution française dans la philosophie allemande. Ça parlait essentiellement de philosophie allemande dans La destruction de la raison. Et il tire le fil jusqu'aux années 40, et voilà, l'accession des nazis au pouvoir et au règne du parti nazi sur l'Allemagne. Voilà, donc disons que j'ai trouvé chez Lukács des caractéristiques de l'irrationalisme qui me semblent, malgré les limites de l'ouvrage de Lukács, on pourra en parler aussi, mais qui me paraissent toujours, pertinentes et fécondes pour penser ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, il y a une filiation lukácienne de mon travail. Par ailleurs, parce que peut-être certains se demanderont pourquoi je parle de la gauche et pourquoi je ne parle pas du marxisme ou du courant communiste plus précisément. J'ai voulu élargir le cercle. En fait, mon projet de départ, c'était de m'adresser à l'ensemble des gens qui se reconnaissent de près ou de loin dans la gauche, de m'adresser donc au plus grand nombre. Et c'était une espèce de tactique, peut-être maladroite, je ne sais pas, mais une espèce de tactique de front populaire intellectuel de ma part. Voilà, de ne pas me limiter, malgré l'affiliation marxiste de mon travail, qui est évidente en fait, si on regarde bien, mais voilà, j'ai voulu m'adresser pas seulement aux gens qui pensent tout à fait comme moi, mais d'une manière générale à tous ceux qui s'inscrivent dans une tradition progressiste, si dévoyée soit-elle. Voilà. Et donc, dans Les Lumières de la gauche, donc je pars de la Révolution française. Alors, j'insiste un peu au début sur le caractère matriciel de la Révolution française. C'est quelque chose qu'on a oublié, mais en fait, toutes les tendances, les différentes tendances de la gauche, ou de ce qu'il en reste à l'heure actuelle, s'enracinent dans la philosophie des Lumières, mais plus particulièrement dans ce moment fondateur qui est la Révolution française. Et donc je m'attarde sur trois figures paradigmatiques de cette passation de pouvoir, ou de ce passage de relais, on va dire, entre la pensée des Lumières et la pensée révolutionnaire au moment du XVIIIe siècle, et puis les courants émancipateurs de l'époque qui va venir. Donc Gracchus-Babeuf comme fondateur du courant communiste, Mary Wollstonecraft comme une des fondatrices du courant féministe, qui ne s'appelle pas encore féministe à l'époque, et Toussaint Louverture comme chef de la première insurrection anti-esclavagiste, anticolonialiste de l'époque moderne, et qui se considère lui-même, c'est ce que dit C.L.R. James, et c'est ce que j'ai pu constater par moi-même en regardant, en allant chercher dans ses écrits du XVIIIe siècle, qui se considère comme un jacobin noir, donc comme un révolutionnaire à la française, en même temps qu'un anticolonialiste et un anti-esclavagiste. Voilà, alors c'est pareil, le fait d'avoir centré, j'aurais pu centrer sur les différentes tendances de l'égalitarisme, j'aurais pu centrer sur disons, les rousseauistes et les robespierristes qui vont donner les courants socialistes, les premiers anarchistes et les premiers communistes, et m'en tenir à cette triade-là. Là aussi, j'ai essayé d'élargir, parler du féminisme, parler de l'anticolonialisme et de l'anti-esclavagisme, voilà, pour m'adresser aussi à un public contemporain. Aujourd'hui, dans la gauche, ces questions d'antiracisme et de féminisme, elles sont devenues extrêmement importantes, et j'avais envie de montrer que même de ce point de vue-là, de toute façon, l'affiliation, elle venait de la Révolution française et des Lumières, et que, disons, le féminisme et l'antiracisme ou l'anti-esclavagisme avaient d'abord été universalistes et l'étaient demeurés en fait pendant très longtemps, et que tout de même toutes les conquêtes, enfin les essentielles conquêtes féministes et antiracistes de ces 2 derniers siècles, en fait, elles étaient dues
à la version universaliste de ces courants-là. Voilà. Sinon, bien sûr, j'ai consacré, j'imagine qu'on va y revenir, pas mal de passages de mon ouvrage à la tradition marxiste. Il y a un chapitre entier qui est consacré à Marx et Engels, alors évidemment à leur milieu intellectuel de départ, aux préoccupations de ce milieu, les jeunes hegéliens, les gens de la jeune Allemagne, etc. Et puis à leur rapport à eux, à Marx et Engels, à la tradition des Lumières et de la Révolution, un rapport qui est bien sûr, qui est par certains aspects ambivalent, mais qui demeure, c'est ce que j'essaye de montrer, globalement un rapport d'approfondissement dialectique de l'héritage des Lumières et de la Révolution. Et puis, c'est l'autre aspect qui concerne directement le courant communiste. J'ai consacré un chapitre à la question des débats autour des Lumières et de la Révolution française dans le mouvement ouvrier organisé de la fin 19e, début 20e. Et c'est beaucoup centré, et de toute façon, il y a quand même pas mal de choses dans ce travail qui sont centrées autour de la France et de l'Allemagne, ne serait-ce que parce que les débats autour de cet héritage-là ont lieu pour des raisons historiques et politiques, beaucoup entre les Allemands et les Français. J'évoque en passant toutes ces choses-là, mais on pourra y revenir dans le débat. J'évoque au passage la question du nietzschéisme de gauche, qui est une question qui se pose très tôt, en fait, qui se pose dès la fin du 19e siècle, quasiment à l'époque, qui est quasiment contemporaine de la rédaction par Nietzsche de ses œuvres principales. Donc cette question du nietzschéisme de gauche qui n'est pas nouvelle et qui en fait est une première introduction de la pensée anti-lumière irrationaliste dans le mouvement ouvrier international. Donc j'essaye de montrer, de comprendre les raisons pour lesquelles Nietzsche est importé par certains socialistes, sociodémocrates dans le courant social-démocrate, dans la deuxième internationale, et comment les marxistes réagissent à cette introduction, comment ils essayent de répondre théoriquement à ces tentatives d'introduction du nietzschéisme à gauche. Voilà. Et puis, donc, je termine et j'ai fait un survol très rapide. On va discuter. Je pense que ce sera mieux parce que ce projet est un peu, je me rends compte maintenant, était peut-être un peu délirant de vouloir faire l'histoire des rapports des Lumières et de la Révolution française et de la gauche sur 2 siècles et demi. Donc il y a forcément des choses sur lesquelles je suis passée rapidement, des choses qui mériteraient d'être prises. Et notamment là dans le dernier chapitre, je l'ai appelé la raison à l'épreuve des catastrophes du XXe siècle. Donc c'est sur le rapport de trois intellectuels marxistes ou proches du marxisme dans la deuxième moitié du siècle. Donc C.L.R. James, qui est le moins connu des trois, Lukács lui-même et Sartre. Donc leur rapport à l'héritage des Lumières et de la Révolution. Alors je dois l'honnêteté de dire que j'ai retravaillé en fait depuis. Je suis en train de préparer un travail sur Sartre, une comparaison entre Sartre et Lukács, et en fait mon point de vue a quand même pas mal évolué sur Sartre en particulier depuis la rédaction de Les Lumières de la gauche, mais voilà, c'est le problème. Positivement, j'espère. Plutôt négativement, à vrai dire. Mais on en discutera. Par contre, sur Lukács, je suis en train de travailler dessus et je pense que c'est vraiment... c'est une œuvre qui, à partir, pas au début de sa trajectoire, où le jeune Lukács, tout le monde trouve ça formidable en France, mais je trouve que c'est vraiment pas la meilleure part. Par contre, à partir des années 30, il développe une œuvre marxiste qui, je pense, est sans équivalent au XXe siècle, c'est mon avis, et qui est entièrement dans la continuité, dialectique toujours, mais de l'héritage progressiste et démocratique de la bourgeoisie révolutionnaire, selon ses propres termes, de l'héritage humaniste, pour reprendre la manière dont lui-même s'exprime. Et donc c'est quelque chose de... c'est une œuvre qui mérite qu'on y revienne. Voilà, mais ces trois auteurs, donc jusqu'au moment, en gros, jusqu'au tournant des années 60, sont des auteurs qui... ne s'imaginent pas, même si bien sûr tout le monde souligne les limites bourgeoises de l'héritage des Lumières et de la Révolution française, mais personne ne s'imagine remettre en cause le socle rationaliste lui-même
ni d'ailleurs l'universalisme et le progressisme. Aujourd'hui, quand j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un colloque où on essayait d'enrôler Sartre dans le camp des intersectionnels, mais en fait ça reste très difficile. Enfin, je veux dire, d'ailleurs voilà, on s'est un peu, on a eu une discussion un peu, ou un dialogue de sourds, à vrai dire, où en fait, dans son exposé, la personne, elle dit que Sartre est intersectionnel, et en fait dans ce qu'elle développe, elle dit, Sartre dit exactement le contraire de l'intersectionnalité. La personne ne s'était pas rendue compte de l'écart entre ce qui était annoncé et... L'existentialisme n'est pas un intersectionnel. Non, pas vraiment. Voilà. Donc je m'arrête là. C'est à peu près le contraire. Oui. Je m'arrête là peut-être pour laisser la place à la discussion. Enfin voilà, donc voilà ce que j'ai essayé de faire avec les limites qui sont à la fois les limites de cet ouvrage qui n'est pas si gros en fait par rapport à l'ampleur du sujet, et que j'ai probablement du coup traité parfois avec trop de rapidité. Et malgré aussi les limites qui fait que quand on écrit quelque chose, on est à un stade, à un instant T de sa propre évolution et de son propre travail, et qu'en fait, après, on continue de travailler, et du coup, on n'est plus forcément tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a dit. Voilà. Bien. J'ai plein de questions, je ne vais sans doute pas toutes les poser, sinon... parce que effectivement, l'ouvrage est extrêmement dense. Il y a plein de penseurs différents qui sont évoqués. Si on voulait vraiment faire une conférence exhaustive, il faudrait 12 heures, donc on ne va pas traiter tous les sujets. Lisez le livre, voilà. Alors ma première question porte sur Nietzsche. C'est vrai que ma grande découverte quand j'ai lu le livre, c'est qu'effectivement Nietzsche est arrivé très tôt en France, et surtout à gauche. Alors que... En réalité... D'accord, au départ, il était bien pris pour ce qu'il était, c'était un penseur de droite, tout ce qu'on fait de droite, voire d'extrême droite, par ses pairs. Oui, d'accord. Par ses pairs. Ah oui. Oui. Donc, mais c'est-à-dire après qu'il a été injecté de l'extérieur du milieu, je dirais savant, que ce soit allemand ou français, qu'il a été incorporé. Mais justement, au départ, il était pris pour ce qu'il se revendiquait, c'est-à-dire antisocial. Mais justement, ce que montre Stéphanie dans le livre, c'est que les penseurs socialistes se sont très vite appropriés Nietzsche, et qu'il a eu pas mal de succès en France. Certains. Oui, pas tous évidemment, mais certainement pas les marxistes. On n'est pas dans l'hégémonie nietzschéenne actuelle, évidemment. Il ne faut pas oublier que Nietzsche était contemporain de Marx. Ouais. For the record, comme on dit en bon français. Mais pour les jeunes auditeurs, Nietzsche était contemporain de Marx, mais ils s'ignoraient complètement l'un l'autre. Donc ma question, c'est peut-être pour te lancer un peu, pour que tu développes sur cet aspect. La question que je me pose, c'est est-ce que la réception de Nietzsche a été plus grande en France qu'ailleurs, et la deuxième question, c'est en quoi la France avait un terreau qui fit que Nietzsche fut particulièrement résonnant avec la gauche en France. Comment ça se fait que Nietzsche a eu autant de succès à gauche en France? Quel était le terreau historique, idéologique, éventuellement économique? C'est une bonne question. D'abord, Ce succès durable en plus. Oui. Qui se poursuit. Le succès de Nietzsche en France, effectivement, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Il n'y a pas vraiment d'équivalent, en tout cas sur le moment, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans d'autres pays. Et par ailleurs, effectivement, la deuxième caractéristique de la réception de Nietzsche, c'est qu'elle est... Alors, à droite, certains s'en emparent, on ne va pas dire que... faut pas non plus... caricaturer. Maurras, par exemple, aime bien de temps en temps citer Nietzsche, mais il y a quand même une réception qui est tout à fait importante dès le début à gauche. Alors c'est quand même aussi un peu le cas dans la social-démocratie allemande. C'est pas non plus, mais c'est quand même plus faible, et effectivement ça crée une tradition assez durable, puisque des Nietzschéens de gauche, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Donc plus en que France. jamais. Il y en a qui s'ignorent, mais en tout cas, voilà, il y en a qui s'ignorent pas. Alors, je pense que... Bien qu'il soit très ignorant par ailleurs. Alors, une des choses qui explique cette réception, c'est que la France est le pays de la Révolution française, et donc le pays où la tradition républicaine bourgeoise est la plus forte. Et donc, comment dire, quand on est critique de l'ordre social et politique, du coup, on cherche les arguments les plus
violents, en tout cas, parfois, on peut chercher les arguments les plus violents contre le monde, l'ordre établi, voilà, donc du pays dans lequel on est. Et donc, c'est pas étonnant si c'est, comment dire, la réaction anti-lumière, elle a pu prendre, y compris à gauche, parce que s'en prendre aux lumières en France, c'est s'en prendre en fait à la République bourgeoise, au parlementarisme, voilà. Enfin, à la fin du 19e siècle, au moment où la Troisième République est véritablement installée, donc la France est désormais une démocratie parlementaire, une république, et donc du coup, l'opposition de gauche est une opposition anti-républicaine. Alors, il y a certains socialistes comme Jaurès qui ne sont pas du tout dans cette perspective-là, mais justement, on peut avoir des gens qui se veulent plus radicaux et qui, du coup, sont à la fois rejettent l'héritage républicain et du coup tout ce qui charrie avec lui, parce que les républicains de la Troisième République, ils se présentent eux-mêmes comme les héritiers des Lumières du XVIIIe siècle, les héritiers du progressisme, du positivisme progressiste, etc. Donc rejeter avec Nietzsche tout cet héritage-là, c'est rejeter en fait tout ce qu'on n'aime pas dans la démocratie parlementaire, quoi. Et c'est aussi s'opposer aux socialistes républicains. C'est aussi un anti-jaurésisme. Par exemple, chez Sorel, c'est très clair. Chez Georges Sorel, il y a ce rejet des institutions républicaines, de la démocratie parlementaire représentative, et puis du socialisme à la Jaurès. D'autant plus qu'à la toute fin du 19e siècle, il y a l'affaire Dreyfus qui provoque une réaction très vive de la droite monarchiste, catholique, contre la République. Il y a une espèce de coalition de toutes les forces de droite, antisémites, nationalistes, catholiques et anti-républicaines, que donc face à ce front, on a une espèce d'union républicaine, une espèce d'union sacrée qui pour la première fois relie les républicains bourgeois et une partie du mouvement socialiste. Or, cette coalition au pouvoir, dès le début du XXe siècle, elle fait tirer sur les ouvriers en grève. Et donc il y a, notamment dans la CGT, une certaine partie des militants qui est révoltée par ça et qui du coup rejette ce socialisme républicain, cette démocratie bourgeoise qui fait tirer sur les ouvriers en grève. Et du coup, ils vont pêcher chez Nietzsche des arguments. Qui pourtant les aurait fortement encouragés à tirer sur les ouvriers. Mais voilà, il était volontaire même. Le paradoxe, c'est que Nietzsche n'a jamais caché qu'il était au moins aussi hostile à la démocratie que à l'égalitarisme sous toutes ses formes, et en particulier au socialisme. Voilà. Donc c'est effectivement un héritage un peu contre nature, mais voilà. Et il y a un dernier élément qui est valable aussi pour l'Allemagne, c'est peut-être même plus pour l'Allemagne d'ailleurs, c'est qu'en Allemagne, la social-démocratie, le Parti social-démocrate, c'est un parti très structuré, avec assez vite du coup une forme de bureaucratisation dans une partie des secteurs, et du coup une certaine le manque de souplesse, et puis parfois le manque d'initiative, de spontanéité, de réelle démocratie, une forme de une hiérarchisation des rapports, etc. Et du coup Nietzsche apparaît pour certains socialistes comme une espèce de réaffirmation des droits de l'individu et de la volonté individuelle contre l'appareil. On a ça chez Gustav Landauer par exemple. C'est une espèce de libertaire. Et du coup, chez Nietzsche, le côté volonté de puissance, etc., c'est interprété comme réaffirmer les droits de la conscience individuelle face à tout ce qui est rigide, bureaucratique, antidémocratique dans l'appareil, quoi. Voilà. Et c'est plus valable en Allemagne parce que le parti est beaucoup plus structuré que les partis socialistes français à la même époque. D'accord, donc en fait, finalement, c'est surtout un manque de lecture précise et exhaustive de Nietzsche, en quelque sorte. Enfin, je trouve. Oui, mais Nietzsche est tellement contradictoire, comme tu sais, que de toute façon, tout le monde pouvait trouver... oui, il pouvait picorer il pouvait y trouver ce qui lui plaisait. Mais quand on a une approche rationaliste de Nietzsche comme Losurdo, on peut élucider ses contradictions. Oui, Losurdo, il a quand même bien étudié la question, comme tu sais. Oui. Feu, notre ami Losurdo. Oui, mais il suffit de rappeler un truc très simple pour comprendre le caractère complètement absurde et contradictoire de ce nietzschéisme prétendument de gauche, a fortiori prétendument marxiste. C'est qu'au même moment où Marx côtoyait, on en a y compris parlé la dernière fois, là, il y a quelques jours, côtoyait
employait les communards et toutes les formes de socialisme dont d'ailleurs il affirmait dans lesquelles il avait puisé beaucoup d'aspects politiques de son système. Évidemment, se fait virer d'ailleurs juste avant parce qu'il était jugé séditieux pour fréquenter ces milieux quasiment révolutionnaires. Et bien au même moment, au moment de la Commune, Nietzsche lui va trépigner pour demander au Kronprinz de pouvoir aller casser, être enrôlé pour aller saquer, massacrer ces saloperies de communards français. C'est tout à fait ironique de savoir que... Voilà, c'est pour ça que c'est quand même assez risible de se prétendre marxiste et nietzschéen. Et pour l'anecdote, c'est tout à fait risible de savoir que le philosophe de la volonté de puissance s'est fait recaler parce qu'il était bigleux et pas assez fort. Oui. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas donné suite à ces demandes d'enrôlement dans les forces destinées à aller massacrer ces saloperies de communards. Parce qu'on voulait pas se bouler bigleux. On n'a même pas voulu, lui-même comme ambulancier, je crois. Je crois qu'il avait même postulé pour ça. Mais indépendamment du cas de Nietzsche, en réalité, quand on s'intéresse à l'histoire intellectuelle et politique, on se rend compte que les usages les plus invraisemblables ont été faits d'à peu près tout le monde. C'est vraiment... les gens se soucient assez peu. Comment dire ? Ce qu'on va chercher chez un auteur, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'auteur a voulu dire. Enfin, Nietzsche s'y prête beaucoup aussi, il faut bien dire. Oui, mais c'est tellement il n'est pas incohérent que, évidemment, tout le monde va trouver midi à sa porte. C'est vrai. Après, le problème, c'est qu'avec les irrationalistes, on peut dire un peu ce qu'on veut. Quoi. Il n'y a pas de Et règle. alors, par ailleurs, quand on fait quand on fait étalage de son absence de cohérence, on peut un peu dire ce qu'on veut. C'est pratique. C'est très pratique. C'est un peu facile. Comme disait Foucault, je demande le droit de me contredire. J'exige le droit de me contredire. Ouais. Alors lui, c'est vraiment un des Nietzschéens de gauche les plus caractéristiques. On en avait déjà parlé il y a 2 ans, je m'en souviens. Alors, ma deuxième question sur Nietzsche, après j'en ai d'autres, mais puisqu'on est dans la lancée, ça fera une transition. Tu écris dans le livre que certes, Lukács avait eu des intuitions géniales sur Nietzsche, mais qu'il était un petit peu schématique, etc. Et j'aimerais bien que tu développes alors quelles étaient ces intuitions géniales, mais surtout en quoi était-il trop schématique et qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour compléter les analyses de Lukács sur Nietzsche. J'ai envie de dire que ça a été fait par Lozurdo. Parce que Lukács, dans sa Destruction de la raison, Nietzsche occupe un chapitre, donc une place relativement restreinte. Et moi, je suis d'accord avec Lozurdo pour dire que c'est quand même un penseur qui mérite plus ample examen. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement riche, même si, on peut ne pas être d'accord et considérer que c'est un penseur, que c'est un grand penseur en fait. Il y a toute une vie, il y a vraiment une vision du monde assez complète, une épistémologie, une philosophie de l'histoire. Mais c'était peut-être pas le but de Lukács de mettre ça en lumière. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on voue un auteur aux gémonies et que c'est un penseur de cette ampleur-là, c'est mieux de le faire. De faire droit, exactement, le prendre au sérieux, de faire droit un peu à toute la richesse de son travail. Là, c'est un peu expéditif. Et par ailleurs, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Ça fait partie de mes plans des mois qui viennent là. Mais dans la Destruction de la raison, Lukács insiste beaucoup sur le fait que Nietzsche est vraiment représentatif de la période impérialiste du capitalisme. Voilà. Alors ça, pour moi, ça mérite d'être creusé. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté un peu trop schématique de plaquer, parce que quand même, de plaquer, à telle phase, du coup, le penseur va forcément être représentatif de cette phase du capitalisme. Il faut des médiations quand on fait ça. Et Lukács va un peu vite. C'est vrai, je m'en souviens, il balançait un peu gratuitement. C'est d'autant plus gratuit qu'à l'époque, c'est l'impérialisme prussien qui justement est totalement frustré de toute possibilité impériale à l'époque par rapport aux grands impérialismes de l'époque, principalement français et anglais. Donc il a tout faux là, Lukács, je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, il a tout faux sur beaucoup d'autres sujets, mais bon. J'ai découvert en tout cas récemment qu'il avait écrit, il y a d'autres textes en fait sur Nietzsche qui sont un peu des textes préparatoires, donc je vais regarder s'il n'y a pas des choses un peu plus précises. Mais La Destruction de la raison, c'est vraiment un livre,
c'est un livre très fort par ses intuitions. Après, c'est vrai, il y a d'autres chapitres qui manquent de nuances. Tout ce qui est Zimmel, et comment il s'appelle, Weber et tout, il les renvoie vraiment du côté de l'irrationalisme de manière un peu très unilatérale. Alors on voit, il a perçu des choses qui sont justes, mais voilà, il va un peu vite et un peu fort, quoi. Donc Lukács, quelques lacunes quand même dans sa critique de l'irrationalisme d'origine nietzschéenne. Un peu de mauvaise foi militante qui le pousse à aller un peu vite en besogne, quoi. Ouais, il va un peu vite en besogne, c'est ça. Après, là où il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que c'est des textes qui la destruction de la raison, elle paraît en 52, 53 si je ne me trompe pas, mais en fait l'essentiel des textes sont écrits dans les années 30 et les années 40, donc c'est une période qui incite assez peu à la nuance quand on veut... Lukács était devant le désastre du fascisme en train de saccager l'Europe. Donc voilà, on peut comprendre que nous, on a 60 ans de recul, on peut regarder tranquillement les textes, on n'est pas dans la même condition non plus. Oui, il ne faut pas oublier que c'est la montée aussi de l'hégélianisme, de la forme de nietzschéisme et d'hégérien. Mais d'ailleurs, il en parle, il lui règle son compte aussi. C'est la grande actualité dans les années 30 et la suite des événements va en attester. Ok. Je change complètement de sujet, mais bon, le livre s'y prête. Il y a tellement de sujets que... Puis bon, je pense qu'on a suffisamment de parler de Nietzsche pour le moment. Alors, au tout début du livre, dans l'introduction, mais c'est un terme qui va revenir un peu dans le livre, tu introduis la notion de méliorisme. Enfin, c'est pas toi qui l'as inventé, tu la reprends, alors je sais plus le nom de l'auteur. C'est Laurent Lotti, c'est un 18e. Voilà, alors ma question c'est pourquoi... mais tu utilises aussi le terme progressiste, mais tu affirmes que tu préfères utiliser le terme mélioriste. Alors j'aimerais que tu développes un peu pourquoi tu... J'ai fait comme Lukács, j'ai posé des grandes distinctions conceptuelles et après je les ai pas respectées. Mais en vrai, le méliorisme, c'est un terme qui a été inventé par un collègue 18e pour désigner la forme, on pourrait dire des choses comme ça, la forme particulière de progressisme des Lumières, c'est-à-dire que les spécialistes des Lumières, ils disent, et ils ont raison, qu'on ne parle pas du progrès au XVIIIe siècle. Personne ne parle du progrès comme une espèce de mécanique universelle, avec des stades par lesquels chaque société passerait forcément, etc. On parle des progrès, du progrès des connaissances, du progrès des mœurs, du progrès des relations commerciales entre les peuples. Et ce qui est en débat dans les Lumières, c'est les rapports entre ces différents progrès. Par exemple, il y a un débat qu'on connaît aujourd'hui parce que Rousseau y a participé, c'est est-ce que le progrès des sciences et des arts contribue forcément au progrès des mœurs ? Et Rousseau se fait connaître, c'est le texte qui le fait connaître, en disant... Et c'est un scandale à l'époque parmi les philosophes des Lumières, que non, en fait, le progrès des sciences et des arts n'est pas bon pour les mœurs, qu'au contraire, il dégrade les mœurs, et que donc que dans une société vraiment vertueuse, il n'y aurait pas de progrès des sciences et des arts. C'est un des paradoxes dont Rousseau se crée. Donc tout ça pour dire que ces questions ne sont pas réglées. Et par contre, ce que les philosophes des Lumières, défendent, c'est plutôt l'idée qu'une espèce d'optimisme général. C'est-à-dire l'idée que il n'y a pas forcément, parce que la théorie des 4 stades de l'humanité, ça c'est plutôt les Lumières écossaises. Il y a quand même déjà cette idée du progrès. Mais c'est seulement certaines Lumières. Et en France, on est plutôt à défendre une espèce de confiance dans les capacités de l'humanité à s'améliorer, individuellement et collectivement. Donc, c'est pas un progressisme au sens où on va en parler au XIXe siècle, c'est-à-dire vraiment l'idée que, d'une part, que toutes les sociétés doivent progresser, que donc si certaines sociétés sont bloquées à certains stades, il faut les faire progresser de force en quelque sorte, que le progrès est inéluctable, qu'il est mécanique, que tout le monde va passer par les mêmes stades, etc. Ça c'est plutôt une conception du XIXe siècle. Mais j'avoue, il m'arrive d'utiliser le terme progressiste. Parce que du point de vue de la méthode, donc le terme méliorisme, c'est un néologisme assez récent, non ? Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en termes de méthode, comment tu justifies le fait d'analyser des textes du XVIIIe et du XIXe siècle avec un néologisme ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire des anachronismes ? C'est-à-dire ?
Quel genre d'anachronisme? Je sais pas, comment dire, de vouloir plaquer un concept sur Oui, mais ce qu'on enfin, voulait dire des c'est le auteurs. type de, excuse-moi, mais ce type de néologisme, Ou alors, c'est un est-ce que- néologisme analytique, D'accord, oui, oui, mais mais qui n'est pas lié à une époque, etc. Donc c'est pas quelque chose qui existait à cette époque, mais donc ce terme permet de faire la part entre les... Oui, c'est ça. D'accord. C'est contre le côté un peu trop rigide en fait de l'idée de progressisme. D'accord. Enfin, surtout, c'est devenu malheureusement un mot valise. Oui, Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Tout le monde met là aussi ce qu'il a envie d'y mettre. Donc, Ouais. Et c'est devenu un mot repoussoir aussi, Oui. par ailleurs. C'est vrai. Mais par exemple chez Kropotkin, parce qu'il y a un chapitre sur les anarchistes dont je n'ai pas parlé, mais Kropotkin c'est vraiment quelqu'un qui à la fois il est mélioriste on va dire, dans le sens où il a confiance dans les progrès de la science, de la technique, pour libérer l'humanité d'un certain nombre de problèmes et pour passer à une société débarrassée de l'exploitation, mais en même temps il dit que certaines pratiques des sociétés primitives ou de la commune médiévale sont des pratiques positives et qu'il faudrait réactiver en fait, des pratiques de solidarité, d'entraide, etc. Donc dans ses textes, on voit bien que tout ce qui est... Enfin, il n'est pas progressiste au sens des positivistes, c'est-à-dire au sens où il considérait que tout ce qui vient du passé est moins bien que ce qui vient après, quoi. Que voilà, que plus on avancerait et plus on serait performant sur tous les terrains, c'est pas ça qu'il pense. Ça c'est le macronisme. C'est le progressisme des positivistes. En fait. Tout ce qui est récent est bon et tout ce qui est bon est récent. c'est la question que j'ai promis de te poser, mais tout à fait à la fin. Voilà. On est en Tu peux la poser après. Non. Ça sera- Parce que là après j'ai un sujet assez différent, donc c'est comme tu veux. Non, mais non, c'est Ok. pas... Alors je vais poser ma dernière question, j'en aurai d'autres mais ça prendrait du temps et puis j'ai envie de laisser un peu de place à d'autres gens que moi. Dans ce livre il y a un grand absent. Enfin personnellement quand j'ai fini le livre je me suis dit mais il y a l'éléphant au milieu de la porcelaine mais il n'est pas là. Pourquoi il n'y a pas un chapitre sur Lénine dans le livre? Parce que Lénine est quand même un homme qu'on pourrait qualifier de gauche, même si lui-même se qualifiait pas spécialement de gauche, qui a bouleversé l'histoire. Enfin, c'est vraiment une figure de la révolution qui est incontournable, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans le livre? C'est une bonne question. D'abord parce qu'on ne peut pas parler de tout. Bien sûr, oui. Voilà, Mais quand même, Lénine. Par ailleurs, mais par ailleurs, tu as tout à fait raison. C'est quelqu'un. Et qui est, juste une insiste, qui est un bel exemple d'anti-positiviste, lui. Ouais, C'est pour ça que c'est très important. oui. Mais en fait, effectivement, j'aurais complètement pu lui consacrer peut-être même un chapitre, en effet. En fait, je suis en train en travaillant sur Lukács à l'heure actuelle, j'ai retrouvé en fait la question du rapport de Lénine aux Lumières et à la Révolution, et notamment au jacobinisme, qui a un rapport effectivement... Lénine s'inscrit, il y a un texte même où il dit que j'ai regardé la semaine dernière, donc c'est récent, où il dit qu'au fond, les bolcheviks sont les jacobins du XXe siècle. Voilà. Donc il le dit comme ça. Mais effectivement, c'est une lacune du texte, de l'ouvrage. Il faudra peut-être faire un jour une édition augmentée ou je sais pas, ou un autre livre. un codicile ou voilà. Un appendice. Mais oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que la pensée de Lénine, ça m'aurait vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'assez. Un article dans Propagande. Alors voilà. Peut-être. Ah bah voilà, pas, ça serait un honneur. On verra. Mais oui, je suis d'accord, il aurait très bien... Mais après, il y a Trotsky aussi, j'aurais pu en parler. Il y a Gramsci. Non. Il y a Gramsci, dont j'aurais pu parler aussi. Enfin, voilà. Et en fait, il y a Lefebvre, après tout. Enfin, voilà. Il intervient un petit peu, mais pas beaucoup. Oui, mais il intervient, en fait, il est vraiment à la marge. Et c'est vrai que j'ai fait des choix qui, rétrospectivement, peuvent apparaître comme arbitraires, c'est vrai. Ouais. Ben voilà, moi j'ai fini. S'il y a des questions dans le public. Le temps qu'on réfléchit, donc je vais poser la mienne. Donc, on l'a abordé. Donc, c'est le rapport entre donc toute cette pensée politique du progrès. Tu as bien fait de distinguer le progrès matériel, technique, etc. Mais quand on commence à avoir une pensée politique, c'est ce que tu décris, hein, c'est la Révolution française, c'est
Marx lui-même ou Hegel vont le dire, ils vont pas s'en cacher. Et il va y avoir justement un problème qui va se poser, c'est que par rapport à ce qui va devenir les bolcheviks, donc les jacobins du XXe siècle, il y a une évolution parallèle qui se fait à l'intérieur de la pensée bourgeoise. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça se passe à l'intérieur de la classe bourgeoise. La Révolution française, une révolution de ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes moyennes. Va se développer un courant d'idées assez fourre-tout, mais qui va se caractériser par un certain nombre de traits que je ne vous impose pas. Et à la demande de propagande, j'ai écrit un petit mémo là-dessus. Et alors, quid des rapports entre cette idéologie de progrès d'origine, de progrès politique, mais qui va se faire valoir dans toutes les sphères de la pensée et des systèmes de la science et de la philosophie, dans les sciences et autres, et qui va se manifester en particulier en France. Donc ça, on est dans cette tradition de la Révolution française et de la bourgeoisie française avec Auguste. Donc, les rapports entre la pensée qui va évoluer jusqu'au marxisme, au XIXe siècle, et puis après, il y a tout ce dont tu as parlé, et ce qui va donner, à l'inverse, donc après Marx, parce que le marxisme, on peut dire, ça commence en réalité après Marx. Le marxisme est peu répandu du vivant de Marx, et qui va se développer dans justement ce qui va donner toute une pensée de gauche, mais qui est totalement contradictoire et composite, et où on va trouver aussi bien des universalistes que des proto-intersectionnels et autres. Chez les marxistes ? Non, chez les positivistes. Ah, chez les positivistes. Et où on va voir aussi bien des gens qui vont dénier absolument l'idée même de progrès, c'est l'objet de ton livre, que des gens qui vont s'y inscrire. Et ça paraît un peu paradoxal, je pose cette question parce qu'elle m'a été posée par les petits camarades en leur disant c'est en fait les deux faces du même Janus. Il va nous donner par exemple les positivistes, y compris logiques d'un côté, et les relativistes, y compris de type foucaldien ou autre, mais qui en réalité ont un patrimoine commun. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était les rapports entre cette idée de progrès que tu as très bien mis en évidence comme étant la matrice de tout ça, d'un point de vue historique, sociologique et politique, et ce qui va donner le positivisme dans tous ces variants, comme on dit aujourd'hui, aussi contradictoires qu'ils puissent être. Alors, en fait, ça renvoie, ta question, elle renvoie à une distinction que je fais au début du livre. Parce qu'on dit l'héritage des Lumières, mais en fait, il y a un certain nombre de traits communs à tous les penseurs des Lumières, mais il y a aussi d'énormes différences et des débats assez profonds. Et en réalité, il y a deux traditions qui sont issues de la matrice Lumière-Révolution française, cette séquence-là. Il y a la tradition socialiste dont je parle, et puis il y a une tradition dont je ne parle pas, qui est la tradition libérale. Et disons que les positivistes sont les héritiers des Lumières libérales. Tout à l'heure, je te disais qu'il y avait... libéral, précisons, au sens anglo-saxon. Faut être clair, parce que y compris celui qui est utilisé aujourd'hui pour qualifier la gauche américaine de libérale. Alors oui, du coup oui, mais tout ça est hyper compliqué parce que quand les termes sont tellement galvaudés, il y a des gens qui m'ont posé la question. Alors ça, c'était après l'apparition de la gauche contre les Lumières, en me disant mais vous êtes progressiste, mais les progressistes, c'est ceux qui sont pour les réunions non mixtes et effectivement en fait il y a toute une partie de la gauche intersectionnelle, etc., qui ils s'auto-désignent comme progressistes. Donc, effectivement, il y a une ambiguïté dans l'usage. Ce mot progressiste, effectivement, il veut un peu tout et rien dire aujourd'hui. Et du coup, à l'origine, au XIXe siècle, il y a un progressisme dont je disais qu'il est issu des Lumières plutôt d'Adam Smith, de Ferguson, voilà, plutôt des Écossais. Qui est un progressisme qui est fondé déjà sur une anthropologie très spécifique. L'être humain, c'est un être qui veut maximiser ses désirs, c'est un consommateur en fait, c'est cette anthropologie-là. Donc, en fait, le progrès pour la société, c'est forcément la croissance, disons, infinie de la production et de l'échange marchand. Et donc, en fait, plus une société s'approche de la généralisation de la marchandise dans toute la société, et plus elle est avancée. Et donc, voilà, c'est une tradition qui considère le progrès comme étant, en fait, la généralisation des rapports de production capitalistes, quoi.
Et par rapport à ça, le progressisme de Marx... De la consommation. Ouais, de la production et de la consommation capitaliste. De la consommation surtout. La propriété privée, la maximalisation du profit privé, la marchandisation de l'être humain lui-même. Hein. Et c'est ce que Marx critique. C'est-à-dire Marx, il connaît bien cette tradition libérale. Il a lu très précisément Adam Smith et toute l'économie politique classique. Et justement, lui, il a un rapport dialectique à ça, en disant qu'effectivement, la généralisation de la production marchande, ça a été un progrès dans l'histoire de l'humanité, mais que ce progrès lui-même, il doit être dépassé par le passage à une société socialiste. Donc effectivement, et ce progressisme libéral, aujourd'hui, effectivement, chez les gens qui, par exemple, pour qui l'alpha et l'oméga du progrès, c'est l'abolition de toute discrimination, sont vraiment les héritiers de ça, parce qu'il ne s'agit à aucun moment de lutter contre les inégalités sociales, en fait. Une société où il y a une bourgeoisie noire, une société où les femmes peuvent accéder aux postes... sont dans les grands comités d'administration des grosses boîtes, peuvent exploiter les autres. Voilà, et c'est bien, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. C'est une société équitable. C'est une société équitable, exactement. Donc ce qu'il faut, c'est l'égalité des chances entre les blancs et les non-blancs, entre les femmes et les hommes, ad libitum, entre les handicapés et les non-handicapés, etc. Et donc une fois qu'on aura aboli toutes ces discriminations non économiques ou extra-économiques, on aura fait le boulot, en fait. Donc, ils s'appellent progressistes vraiment dans un sens libéral. Et dans la gauche, et du coup, ça fait que leur progressisme voisine avec par ailleurs des tendances anti-lumière, comme l'anti-universalisme. Oui, mais donc, je ne sais pas si tu as lu le petit texte que j'ai envoyé au petit camarade de propagande. J'insiste sur les deux traits qui caractérisent le positivisme dans toutes ses déclinaisons. Il y a celui qui consiste à promouvoir les faits, la perception, prétendument les faits au sens de l'empirisme, typiquement l'anglais, comme nous savons, et corollaire de ce postulat de base, il est motivé par une critique du dualisme cartésien et de ce qu'ils vont qualifier de théoricisme ou de spéculation. Et ça, c'est un trait commun à tous les gens dont j'ai parlé, qui ont l'air d'être complètement étrangers les uns aux autres. Ça va de Locke à Foucault, en passant par Russell, Wittgenstein, qui vous voudrez. Il y a un rejet du dualisme, le dualisme ontologique cartésien, qui est la base de la phénoménologie, y compris celle, évidemment, surtout celle de Marx, évidemment. Et donc, il y a une confusion du sujet dans l'objet. Et évidemment, comme l'objet, c'est la consommation, et non pas la production, ils vont tous se retrouver d'accord. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce que tu as parfaitement décrit, c'est-à-dire dans une perspective typiquement bourgeoise, de classe qui devient dominante et qui promeut avant tout l'accès à la consommation dans les termes équitables que tu as évoqués. Et ça, c'est une conception du progrès qui se distingue complètement de ce qui va donner le courant explicitement marxiste. Ouais, alors après, je ne sais pas si on peut mettre dans le même sac les phénoménologues, les empiristes logiques, les foucaliens, enfin c'est quand même... Dans le même sac positiviste, si, pour les raisons que je viens de te dire, c'est ce que j'ai mis dans mon petit article, j'ai essayé de décrire brièvement le raisonnement. Si, puisqu'ils partent de ces deux principes-là, rejet de la science cartésienne, enfin la science moderne, à la fin de la Renaissance. Donc distinction d'un point de vue phénoménologique, d'abord distinction du sujet de l'objet. Ça, elle est rejetée, à peu près par tous, tu verras, quand tu regardes d'un peu près, tu verras, elle est rejetée. Et promotion de la science de fait, c'est-à-dire l'empirisme. C'est les deux, c'est-à-dire là, c'est une autre manière de rejeter complètement Descartes, puisque Descartes, il n'y a pas de vérité possible au travers de la simple naissance. Foucault, il ne fait pas vraiment la promotion de la science. On ne peut pas dire ça. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire le positivisme, mais il a sa propre conception du progrès. Même si elle est complètement... Pas ça, si, il le revendique, même, elle est complètement contradictoire, mais elle est au fond, et d'ailleurs il se revendique néolibéral explicitement. Non, il n'y a pas vraiment de progrès, parce que, chez Foucault, il n'y a pas de progrès, parce que... Non, mais il n'y a pas de progrès au sens, d'un rationaliste, puisqu'il n'y a pas de vérité.
Donc, Ouais, mais c'est il n'y a pas pas de seulement vérité, ça. il n'y a rien à C'est transmettre. pas Donc, seulement ça, c'est qu'on n'en a jamais fini avec le pouvoir, qu'en fait on ne peut qu'y résister de manière ponctuelle sur des points précis, et qu'en fait de toute façon les rapports de domination et d'hierarchie se reconstituent quoi qu'on fasse en fait, et donc il faut en permanence lutter contre le pouvoir. Donc c'est une conception totalement au contraire anti-progressiste, nietzschéenne. Parce que oui, il y a vraiment l'idée Nietzsche, que mais Nietzsche aussi a sa conception du progrès. Lui aussi, il a un destin, il a un projet pour l'humanité. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Foucault, son projet est différent. C'est le contraire du progrès. Mais le problème, c'est qu'ils sont amenés à avoir une position ultra-réactionnaire, puisque la solution, c'est que de toute façon, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'intérêt histoire. Tout est vrai fonction d'un contexte, d'une épistémée, etc. Donc il n'y a rien à transmettre. Mais du coup, le progrès, c'est sur soi. Tu comprends ? Il est totalement tourné vers le sujet. Le progrès, ça nous amène au développement personnel. D'accord, mais il y a un pessimisme contre le développement collectif. de l'humanité. Il y a quand même un pessimisme collectif qui se retourne dans un optimisme. Non, le individualiste. pessimisme, c'est une critique de tout ce qui, typiquement Nietzscheenne, de tout ce qui peut s'apparenter au social, au socialisme, à la nécessité, à la triste nécessité du fait social. Ouais, Mais alors, alors, quels pour les toi, autres attends, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment tu peux concilier. Moi, je ne Pour toi, concilie rien du tout, mais eux le font. Le pessimisme et le progressisme ne sont pas. Mais il antinomiques. n'est pas du tout pessimiste, comment dirais-je, Foucault. ah bah si. Non, Bah, si. non, il te dit que l'humain que vous, les rationalistes, les humanistes, vous imaginez, mais il est pas, il est simplement à l'époque où il dit ça en plus, les mots et les choses, il est dans la lignée structuraliste, qui va abandonner après, Lévi-Strauss ne dit pas autre chose. Non, mais sa conception, elle est pessimiste, dans le sens où, de toute façon, il y a de la domination, il y a de la hiérarchie. Non, il y a elle n'est pas impossibilité pessimiste, de la- elle est dépressive. Il s'adresse à des névrosés. Tu sais, c'est la grande névrose de classe moyenne, comme disait Lacan. Non, mais je blague pas, c'est ça le truc. Il ne faut pas confondre. Il n'y a pas d'idée, pas plus de méliorisme que de progrès, certes. Parce que le problème, c'est lui, c'est moi. Hein? Oui, mais il n'y a pas de Le progrès courage d'être soi, personnel. ça va donner, je te dis, ça va donner. C'est pour ça que ça va très bien marcher, ça va produire ce qu'on appelle, qui n'existait pas avant l'époque, le développement personnel. Donc il peut y avoir un progrès, mais. L'objet, c'est le sujet. Mais Et juste avec réciproquement. moi, en fait. Exact, C'est voilà. ça. Ouais, Donc, enfin, t'es pas pessimiste parce que t'as compris que ce qui comptait, c'était C'est- ma bite c'est- et mon ouais, Prozac. ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais. Donc Mais- là, le progrès, si, il y en a un. Il y a un Le projet de progrès, c'est la progrès. méditation C'est- pleine conscience et tout ça. Non, ça, c'est pas son Enfin, truc ça à arrivera lui. plus tard, mais. Non, le progrès, c'est l'optimisation Ouais. de ma consommation désirante, comme dirait le père, son copain Deleuze. Ben oui, parce qu'il n'y a plus vraiment d'objet, et surtout pas d'objet social. Donc à partir du moment où tu as fait le grand progrès, grâce aux lumières de type foucaldien par exemple, de comprendre. Alors ça le distingue de toute une série d'autres positivismes, mais c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas de problème de pessimiste. Il y a le problème de donner satisfaction comme un psy. Je veux dire, le mec, j'ai des problèmes, je suis un petit peu anxieux, etc. J'ai du mal à me retrouver moi. Bah oui, et mais lui-même, il se qualifie lui-même de pessimiste. Hein. C'est Oui, son mais bien- militantisme pessimiste. Oui, oui, mais comme disait ça. son camarade, Althusser, la grande différence entre Foucault et moi, c'est que moi, je sais que je suis complètement névrosé, il aurait pu dire aussi même psychopathe, mais ce qui va être assez rapidement, tandis que mon petit camarade Foucault l'ignore, ou feint de l'ignorer. En tout cas, sur cette question du progressisme, il est clair que voilà, c'est un terme qui est devenu difficile compliqué à utiliser sans ambiguïté. Et moi, je sais que du coup, vraiment, j'ai été confrontée à des gens qui ne comprenaient pas ce que je disais, parce que pour eux, anti-progressiste, c'était anti-woke en fait. Ouais. Voilà. Donc le malentendu était assez profond. Ben, tu vois bien, y compris avec le phénomène qu'on appelle wokisme aujourd'hui, intersectionnalisme, tout ce qu'on voudra, c'est exactement ce que je t'explique. C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu leur propre idée de progrès. Ah non, mais ouais, mais alors. Voilà. Mais ils sont pas tous foucaldiens. Non, mais bien sûr, mais ils sont pris c'est un champ entier de contradictions tous azimuts. Voilà, surtout c'est ça. Mais c'est la base, et pour cause, c'est puisqu'ils ont réfuté dès le début les bases de toute pensée rationnelle. Oui, C'est-à-dire du cartésianisme. ils se sont émancipés de. Oui, parce que ça leur de convenait ça. pas, parce que évidemment, ils ne sont pas seuls au monde, et quand ils s'en aperçoivent, quand ils sortent de l'adolescence, ils le vivent mal.
Surtout qu'on leur a dit le destin progressiste de l'humanité, c'est de consommer et de jouir avec le moins d'entraves possible. Et le social, c'est ce qui m'empêche de jouir, y compris des autres d'ailleurs. Ils ne sont pas à ma disposition. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ils en ont signé certaines pétitions. C'est sur le dossier Sartre. Ah oui, c'était... Sur le dossier Sartre. Donc moi personnellement, j'ai un rapport un peu difficile. C'est un peu par Sartre que je suis rentré malgré moi dans la philosophie, mais en lisant La nausée. Et finalement, alors je sais plus à quelle date est sorti ce bouquin, mais Dans les années... En 38, je crois. d'accord, Ouais. parce que Juste moi avant-guerre. j'ai l'impression que, alors peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas lu, j'avais essayé de m'attaquer il y a longtemps à L'être et le néant, le bouquin m'était tombé des mains tellement il y Non, avait toi, t'inquiète, t'es pas le seul. des barbarismes, j'ai trouvé ça complètement illisible. Donc heureusement qu'on a des philosophes qui font le boulot à notre place. Je t'ai dit, ça, il faut lire ses romans, ses pièces, Ouais. mais surtout parmi les essais, Saint-Genet, comédien et martyr. D'accord. Il y a 100 pages de trop, mais c'est quand même... Je c'est prends, le meilleur. je prends note du conseil du libraire. En lisant les chapitres, ça m'a un peu simplifié la tâche. J'ai eu une sorte de synthèse de Sartre. Mais de ce que j'ai compris du livre, tu me diras si je me trompe, c'est une interprétation que je propose. J'ai l'impression que par rapport à Marx, il fait une régression vers Hegel et peut-être même vers Kant. C'est-à-dire qu'il va poser, il va retourner le marxisme en une espèce d'idéalisme où il va se poser des questions sur l'individu, sur la morale de l'individu et sur qu'est-ce qui va permettre à l'individu de se totaliser sans jamais être capable d'y répondre. Et justement, j'ai l'impression que déjà dans la critique de la raison dialectique, Bernard Bourgeois nous l'a expliqué 15 000 fois, mais même dans La nausée, il avoue lui-même que ces questionnements sont des impasses. J'ai l'impression. Et donc, la régression de... À la fin. À la fin. Mais C'est pas, parce que c'est pas des questionnements chez lui, il entame une critique oui, de la raison dialectique, c'est-à-dire à la fois de Hegel et de Marx, tout en se réclamant de Marx. mais attends, si je prends... Est-ce que j'ai la bonne... Oui, je sais que j'ai la bonne page. Voilà, le but de ma recherche serait d'établir si la raison positiviste des sciences naturelles est bien celle que nous retrouvons dans l'ordre de l'anthropologie ou si la connaissance et la compréhension de l'homme par l'homme... Tu remarques que tu retrouves le mot positivisme. Implique non seulement des méthodes spécifiques, mais une raison nouvelle, c'est-à-dire une relation nouvelle entre la pensée et son objet. En d'autres mots, y a-t-il une raison dialectique? Donc finalement, si on pose cette question, ça veut dire qu'il affirme que Marx n'y a pas répondu. Alors que moi, en tant que lecteur de Marx, je considère que Marx y a répondu et que maintenant... Non, c'est qu'il n'est pas satisfait il de n'est la pas réponse satisfait de la marxiste. réponse de Marx. C'est pas la même chose. Mais moi, ce sera un secret pour personne ici, mais je crois que je suis marxiste, au sens où, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je suis quand même assez d'accord avec ce que dit Marx. Et ce que je comprends pas, c'est... comment dire, en posant ces questions, pour moi, il retourne en arrière. Alors que pour avancer, ce qu'il faut faire, c'est pas se poser ces questions, mais c'est tenir compte de ce que nous a légué Marx et utiliser la méthode pour aller plus loin. Mais j'ai l'impression qu'avec Sartre, on retourne en arrière à des questions qui ont déjà été résolues par Marx. Je ne sais pas trop comment poser ma question, mais... Oui, bien sûr, je suis très intéressé de connaître la réponse de Stéphanie, mais précisons que c'est pas tant qu'on... Bien sûr, on retourne en arrière, c'est surtout qu'il n'est pas satisfait des réponses apportées par Marx, mais à la fin... Il finit par... donc son projet, c'est de répondre différemment. Il s'aperçoit que c'est là qu'il finit par dire oui, finalement, mon travail était vain. Oui, mais ça le satisfait pas. Avec un très mauvais jeu de mots, ça lui fout la nausée même. Quand on lit le livre, c'est ça. Quand on lit La nausée, c'est Sartre insatisfait c'est Sartre dans ses névroses personnelles. La raison dialectique, c'est pas exactement la même chose. Et là, si on est sur la critique de la raison dialectique, question de méthode et compagnie, c'est à la fin des milliers de pages qu'il a noirci là-dessus. Il était un peu graphomane, il faut bien dire. Parce qu'il était extrêmement lucide, il connaissait très bien Marx, très bien Hegel et très bien Descartes, c'était un cartésien bon teint, le père Sartre.
Et il finit par dire, ben non, finalement, je me suis planté. Le marxisme est bien la philosophie indépassable de ce temps, Mais alors, là où il est bien hegelien, puisque ce temps ne l'a pas dépassé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de Sartre aujourd'hui ? C'est un peu C'est un peu la question que je me suis posée en fait ces derniers temps autour de la question de l'humanisme, parce que j'ai voulu travailler, mon projet actuel c'est sur l'humanisme marxiste, et Sartre, quand on s'intéresse au débat en gros autour de l'humanisme qui a eu lieu. Oui, donc Sartre est disons, une référence centrale quand on s'intéresse à la question de l'humanisme marxiste, qui est un débat qui a commencé, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'achève, disons, au début des années 70, quoi, pour le dire très grossièrement. Donc l'humanisme sartrien, qui est d'abord un humanisme existentialiste, et puis ensuite il prétend le marxiser au cours des années 50, et effectivement, c'est ça j'en parle dans le bouquin, c'est contemporain d'une interrogation autour de la Révolution française. Il se met à lire compulsivement des tas de livres d'histoire autour de la Révolution. Voilà. Et puis il y a cette espèce de monstre, la critique de la raison dialectique, qui est extrêmement pénible à lire. Moi, moi je suis pas du tout. Je sais qu'il y a y compris des gens qui se considèrent marxistes, qui trouvent que vraiment Sartre c'est le plus grand penseur marxiste du XXe siècle. Moi, mais pas du tout mon cas. Je pense que sa tentative n'est pas marxiste. Ce qu'il essaye de faire, il le dit au début, dans Question de méthode en fait. Si on ne veut pas se taper la critique de la raison dialectique, il y a les questions de méthode qui sont l'introduction en fait de l'ouvrage, et qui est beaucoup plus, pour le coup, qui est vraiment un texte très intéressant, où il dit finalement, parce qu'il repère quelque chose qui dans le marxisme n'a pas été résolu, au sens où ça n'a pas été... c'était pas la question que se posaient Marx et Engels, et du coup ils n'en ont pas directement traité. La question de savoir, au fond, quel est le... Comment dire, pour le dire de façon très très grossière et générale, quel est le rôle exact de l'individu et de la liberté individuelle dans l'histoire, en gros c'est ça, et comment concilier, ça c'est la question de Sartre, comment concilier une anthropologie fondée sur la condition humaine comme liberté, ça c'est le postulat de l'existentialisme, l'homme il est liberté, quoi, voilà, c'est sa condition. Comment concilier donc une anthropologie comme ça avec toute la théorie marxiste du déterminisme, d'un certain déterminisme historique, du matérialisme, etc. Et donc il propose de reconstruire le marxisme sur la base de cette anthropologie existentialiste, et donc il démarre son cheminement en partant de l'individu comme déployant un projet libre dans le monde. C'est un point de départ qui n'est pas marxiste, on est d'accord. Par ailleurs, et le non-marxisme continue, c'est-à-dire qu'il analyse du coup le rapport de l'individu à la matière dans le travail, et ce qu'il dit de la matière et du travail est absolument anti-marxiste, c'est-à-dire qu'en gros il dit que l'individu dans son travail se fait chose, qu'en gros c'est là où il est le moins humain. Le travail n'est pas une activité humaine pour Sartre, c'est complètement anti-marxiste. Ça va poser des petits problèmes. Au fond, l'activité vraiment humaine, c'est la morale et la politique, quoi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment aussi, c'est pas dans le bouquin, mais ce sera dans le prochain, c'est que Sartre est assez tributaire de l'ouvrage du jeune Lukács qui est Histoire et conscience de classe. Celui qui l'a renié. Celui qui l'a renié, et qui l'a renié à mon avis à juste titre. Ah oui, on est bien d'accord. Voilà, et en fait, cette histoire et conscience de classe a eu un énorme impact chez les marxistes occidentaux. Et en fait, Merleau-Ponty est très particulièrement admiratif de ce livre, et donc par Merleau-Ponty, Sartre découvre donc ce Lukács-là. C'est ce Lukács-là qui recycle, malheureusement, c'est pas le bon à mon avis. C'est Lukács de la réification, tout ça. C'est ça, c'est Lukács de la réification. Et donc voilà, ça part là-dessus. Et puis l'autre énorme problème qu'il y a dans la critique de la raison dialectique, et je comprends pas je comprends pas les sartriens de ce point de vue-là, c'est que Sartre fait c'est une apologie de la violence, mais hallucinante. C'est-à-dire que pour lui,
les opprimés sont des sous-hommes, il dit des sous-hommes, jusqu'au moment où ils se révoltent, et ils ne peuvent conquérir leur humanité qu'en trucidant des gens. C'est le meurtre qui fait l'entrée dans le genre humain. C'est son côté Nietzsche. Oui, mais ça, c'est le Sartre un peu tardif, ça. C'est le Sartre de la critique de la raison dialectique. Oui. Mais en fait, il y a toujours eu un problème avec la violence. Il va se lancer là-dedans, justement, parce qu'il y a quelque chose... Enfin, bon, non, mais en fait, le problème, il existe déjà. Dès la fin de la guerre, dans certains textes, il est fasciné. C'est quelqu'un qui a toujours été... C'est un bourgeois parisien, absolument, fasciné par la violence. Enfin, il y a vraiment un côté comme ça. Dans les cahiers pour une morale qui datent de 46-47, il fait l'apologie du groupe Stern, c'est-à-dire d'un groupe d'extrême droite israélien, alors, il y avait des mouvements socialistes en Palestine à l'époque. Non, lui, il choisit le mouvement terroriste, ultra-sioniste et ultra-violent, qui a participé au massacre de Folke Bernadotte, entre autres. Alors, je ne sais plus si c'était de Der Yassin, en 47. Il y avait plusieurs groupes du même genre, mais... c'est des groupes d'extrême droite. C'est-à-dire que les catégories de droite et de gauche, surtout s'agissant des sionistes, et en particulier à cette époque-là, ça va être à peu près aussi difficile d'utiliser ce genre de distinguo qu'il est aujourd'hui pour qualifier notre classe politique, mais il est clair que c'était des fascistes. Ouais, c'était des fascistes. Et Sartre, il trouve ça génial. Et, juste pour la violence. Parce que, en fait, pour lui, on s'humanise. Quand on est un opprimé, quand on est un bourgeois, ça va. On est humain parce qu'on est reconnu par les autres comme humain. Mais quand on est un opprimé, on est un sous-homme. Et pour conquérir son humanité, il faut tuer, en fait. C'est vraiment ça l'idée de Sartre. Et on ne le trouve pas. On ne trouve pas ce commentaire chez beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui glissent là-dessus. Ils disent non, mais Sartre justifie la violence dans la perspective de l'émancipation. Oui, dit comme ça, on est d'accord. Enfin, je veux dire, n'importe qui. Non, pas n'importe qui. Non, mais je veux dire, n'importe quel marxiste est d'accord. Mais ça, c'est pas un côté nietzschéen, pour reprendre ce que tu disais. C'est le côté nihiliste classique du petit bourgeois intellectuel, notamment français, mais pas que, évidemment, puisque Nietzsche, c'est la même chose, c'est le côté de ce qu'on va qualifier pendant longtemps de nihilisme. Ouais. Et il l'avait parce que c'est un trait de classe. Alors là, c'est vraiment typiquement un trait de classe bourgeoise, et de classe bourgeoise, on va dire, un peu éduquée, à prétention artistique. Mais sauf que comme Sartre était quelqu'un qui avait une énorme influence, une énorme renommée, du coup, alors, le texte où c'est le plus clair et le plus scandaleux, c'est la préface aux damnés de la Terre, qui est un texte... Frantz Fanon publie les damnés de la Terre dans les débuts des années 60, enfin il meurt juste après, et Sartre fait une préface aux damnés de la Terre qui n'est qu'un grand appel au meurtre. Enfin, c'est vraiment... on hallucine de cette préface, quoi. Et tout ce que tu dis, je suis très d'accord, mais il faut quand même rappeler une chose à propos de Sartre, c'est qu'il a fait amende honorable. La plupart du temps, y compris la citation sur quand il a abandonné le projet de critique de la raison dialectique, il est un des seuls à dire je me suis planté. Non, mais alors sur la violence, je crois pas qu'il ait fait amende honorable. Enfin, moi, j'ai rien trouvé là-dessus. On va déboucher à ce moment-là sur ce que je viens de te dire, la pente typique de l'intellectuel bourgeois, petit bourgeois ou classe supérieure, qui est de confondre, c'est l'équation foucaldienne. Marginal égale subversif égale révolutionnaire. Et il fallait être révolutionnaire. Alors là, c'est le passage de témoin de Sartre à Foucault et compagnie. Mais c'était très ancien, je veux dire, c'est un fil rouge, mais qui est plutôt rouge, vert de gris ou brun que rouge. Ce qui est certain, c'est que... c'est le courant, on parlait des jeunes hegéliens tout à l'heure, ce qui les ramène à la filiation Stirner, finalement contemporain d'ailleurs de Nietzsche, etc. Tout ce côté de la pensée petite bourgeoise qui va être d'ailleurs la rupture principale de Marx et d'Engels avec les jeunes hegéliens. Ça va être sur ces points précis, toute cette espèce de nihilisme utopiste, anarchiste, libéral, libertaire, etc., qui ne date pas d'ailleurs de cette période des jeunes hegéliens, qui existe déjà au moment de la Révolution et même avant. Elle est absolument consubstantielle à la
construction de l'idéologie dominante en sens de l'idéologie bourgeoise, y compris celle qu'on appelle aujourd'hui hégémonique, ou que Gramsci appelait comme ça. Parce que le problème, c'est que c'était celle des gens qui se réclament du Gramsci, justement. C'est pour ça que je leur dis, le problème, c'est que si vous appliquez Gramsci, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est qu'il faudrait vous suicider tous en masse. C'est ça le gros problème. Parce que l'hégémonie et l'idéologie dominante la plus débile produite par la bourgeoisie à l'usage de la petite bourgeoisie, c'est exactement celle que vous véhiculez. En tout cas, pour ce qui concerne la préface, c'est à la fois... Alors, Sartre a pris des positions courageuses, il faut quand même le reconnaître ça, pendant la guerre d'Algérie. Son appartement a été plastiqué plusieurs fois par l'OAS parce qu'il était, il a signé des tas de pétitions, il a pris fait et cause pour l'indépendance algérienne, donc ça il faut le lui reconnaître. Mais les perspectives qu'il trace pour le peuple algérien, c'est rien d'autre que la violence. Et il termine en disant de toute façon, c'est bien parce que la violence va se transporter de l'autre côté de la Méditerranée. Il y aura une guerre civile et on va s'entretuer. Et ce sera et enfin la violence salvatrice, etc. Donc voilà. Donc moi je trouve dans une perspective marxiste, Sartre, ça va pas. Et alors pour le coup, celui à mon avis qui. Mais sur ce point, comme je disais depuis le début, on est d'accord. Mais alors, Sartre a très bien lu mais celui qui le dit, Marx, mais il finit par s'apercevoir qu'il est complètement à côté de la plaque. Mais celui qui le dit, il n'a jamais reconnu, sur la violence, encore une fois, il n'y a pas eu de mea culpa du tout. Sur cet aspect-là. Et celui qui a fait le meilleur commentaire, à mon avis, de la critique de la raison dialectique, c'est Raymond Aron. Il y a un livre qui s'appelle Histoire et philosophie de la violence. Alors, ça a fait tomber certains sartrolâtres à la renverse, je pense. Mais Raymond Aron, qui a bien des défauts, comme on sait, qui n'est pas de gauche, mais qui a lu Sartre, qui a vraiment... D'ailleurs, il dit, c'est assez marrant, dans la préface, il dit... Bon, Sartre refuse de discuter avec moi, mais c'est pas grave, moi je discute avec lui. Je prends ma plume, je lis la critique de la raison dialectique, et puis il fait un long commentaire, long, pas très long par rapport à la critique, ça fait 250 pages, mais qui est très éclairant, qui est beaucoup plus clair que la critique, et à mon avis, il met le doigt sur ce problème-là de manière, à mon avis, pertinente, quoi. Donc tout ça pour dire que sur la question de l'humanisme marxiste, qui était mon point de départ, j'ai été assez déçue par Sartre, et par contre, je trouve que vraiment, Lukács, à partir du début des années 30, alors, c'est une œuvre qui n'est pas parfaite, aucune œuvre ne l'est, mais je trouve que vraiment, parce que lui, il se pose la même question en fait. Il se pose la question du rôle de la subjectivité dans l'histoire, du rôle de la volonté individuelle, de la dialectique entre la liberté humaine et les déterminations socio-économiques, historiques, politiques, sociales, etc. Et vraiment, son entreprise, alors qui est beaucoup esthétique et culturelle jusqu'aux années 50, mais qui après est une espèce d'énorme reconstruction du marxisme sur des bases ontologiques, mais tout à fait en lien avec ce que disent Marx, Engels et Lénine. Moi je trouve ça remarquable, quoi. Vraiment, pour moi c'est le plus grand philosophe marxiste du XXe siècle. À mon avis sans discussion, mais voilà. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Non, je pense que c'est le travail critique de... l'objet, c'est pas de... je veux dire, en plus, on s'écarte du sujet. De ton livre, mais on pourra te parler de ça. De toute façon, tu sais très bien ce que j'en pense. Bon, Lukács, respect, y compris pour tout son travail sur la destruction de la raison, et de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est ceux qui avaient besoin de ça. C'est-à-dire, un marxiste, rationaliste, matérialiste et cartésien comme nous, et comme Marx, n'avait absolument pas besoin de ça. Ça ne leur apprenait rien, si tu veux. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'était utile pour ceux qui, justement, pour les générations suivantes, complètement intégrés pour la plupart, malgré tout, dans le positivisme, même quand ils le niaient, comme ça, mais ils étaient bien conscients de ça. Et ne pas oublier, mais ça c'est un autre débat dont nous aurons certainement l'occasion de parler, que tout ça s'inscrit dans ce qui est le trait transversal, permanent et distinctif de l'idéologie, de ce type d'idéologie française,
même si l'origine est française, et c'est la Révolution française comme vous l'avez fort juste titre souligné, qui va donner précisément à partir de l'éruption du marxisme en politique, et singulièrement en France et dans le monde d'une manière générale, c'est-à-dire après la Révolution d'octobre, donc dès les années 20, l'irruption du communisme dans le champ de la politique, y compris en France, va nous produire comme, sur des bases positivistes d'ailleurs pour l'essentiel, va nous produire quelque chose dont j'ai découvert que les générations actuelles, c'est-à-dire les gens de moins de 60 ans, ignorent pour la plupart, mais qui était même l'idéologie notoirement, y compris d'un point de vue philosophique, la plus notoire, y compris dans l'enseignement supérieur, qui était le personnalisme. Le personnalisme, c'est exact. Alors, on est dans l'existentialisme, du moins sartrien, dans un des variants de ce qui est lui-même une forme du positivisme fondamental, ontologique, j'allais dire, de l'idéologie bourgeoise, singulièrement française, qui va nous donner donc le personnalisme, qui est encore très présent, puisque un des rejetons les plus évidents de tout ce courant positiviste personnaliste aujourd'hui, c'est l'écologie. Avec là aussi d'innombrables variants, tous très contradictoires en apparence, mais si on cherche la racine y compris théorique, ou ce qui pourrait passer pour une théorie, on la retrouve là-dedans. Bon, mais on s'éloigne de notre sujet. Hein. C'est un débat entre Stéphanie et nous, éventuellement, y compris le débat sur Lukács, mais c'est pas ce qui est, c'est pas l'objet du livre. Non, c'est pas du tout l'objet du livre. Non. Et pas du tout, sur non. l'objet du livre, nous sommes entièrement d'accord pour le juger très positivement. Donc je pense qu'on pourrait peut-être, je vais te laisser formuler, ou peut-être que Stéphanie veut faire une conclusion pour en revenir justement au livre en conclusion. Ben, en fait, une question que je voudrais te poser pour t'amener à une conclusion, c'est est-ce qu'il faut commencer par lire celui-là avant La gauche contre les Lumières, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par lire parce que le précédent est quand même plus facile à lire? Enfin, personnellement, j'ai trouvé, comme il est plus actuel, le ton est plus polémique, c'est plus entraînant. Celui-là est extrêmement dense, mais si on commence par celui-là, on a l'avantage d'avoir quelque chose de l'ordre chronologique. Alors, qu'est-ce que tu préconises pour nos lecteurs qui vont acheter les deux, j'espère? Je saurais pas dire. On va contrôler, hein, on va contrôler vos sacs. Sinon, s'ils ont une carte de fidélité, on pourra vérifier. Il est certain que le deuxième, enfin que La gauche contre les Lumières est plus facile d'accès que les Lumières de la gauche, quoique, bon, tout n'est pas forcément... Mais je pense qu'il est moins dense, avec cette réserve, mais là aussi, je suis la spécialiste d'être plus d'accord avec moi-même au bout de quelques temps. Le chapitre, on en avait déjà discuté d'ailleurs, le chapitre sur le progressisme, mériterait d'être revu. Et, tu vas en faire un livre? Voilà, ça peut être un livre. Pas tout de suite, parce que j'ai d'autres projets avant, mais pourquoi pas. Mais oui, peut-être que celui-là, il est plus... Disons qu'on voit où je veux en venir, et du coup, peut-être que celui-là, il est justifié, entre guillemets, par les discussions qu'il y a à l'heure actuelle autour de l'héritage des Lumières. Après, si on veut plutôt se cultiver sur l'histoire du mouvement... l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du socialisme, du marxisme et tout, c'est sûr que celui-là est plus intéressant tout simplement parce que les gens dont je parle dans ce livre-là, à mon avis, sont plus intéressants que les gens dont je parle dans La gauche contre les Lumières. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc là, vous avez une galerie de portraits qui est plus lumineuse, sans jeu de mots, qui est plus... avec laquelle évidemment l'auteur a plus d'empathie que dans La gauche contre les Lumières. Donc j'ai envie de dire, c'est pas le même. Là, il y a des héros positifs, comme dit Lukács dans son esthétique. Les héros sont pas très positifs dans La gauche contre les Lumières. Voilà. De toute façon, la réponse à la question est simple. Il faut lire les deux. Oui. L'ordre va être déterminé par ce que vous avez dit, mais il me semble qu'on peut considérer que celui-là, c'est un petit peu les sources. Qu'on peut consulter si on veut aller un peu plus loin que l'aspect polémique et débat qui est évidemment plus attractif du précédent. Oui. Là, on a tout le fond développé, la généalogie, l'histoire. La philosophie est au service de l'histoire. C'est Marx qui vous le rappelle en permanence. Il s'agit de faire cette histoire. Après, circonstanciellement, et les circonstances dans lesquelles
Stéphanie avait publié La gauche contre les Lumières, était celle d'un débat qui d'ailleurs se poursuit encore aujourd'hui. Et qui s'est même un peu aggravé. Et qui s'est aggravé. On voit d'ailleurs l'effondrement progressif de toute cette... Bon bref. Et là maintenant, on a le matériel qui va permettre de débattre, d'argumenter sur le fond, et en ayant une bonne connaissance de la genèse de tout ça, d'où ils viennent. Et pourquoi beaucoup de gens sur ce sujet sont totalement en contradiction avec eux-mêmes, parce que c'était le début de la présentation que vous avez faite. Oui, parce que l'idée dont je n'ai pas parlé, mais qui est sous-jacente à ce que j'ai fait, c'est qu'au fond, parce que c'est pour ça que j'ai écrit ces livres, si on remet en cause l'héritage des Lumières, en fait, quand on est un socialiste au sens large, on scie la branche sur laquelle on est assis en réalité, et on tombe dans le marigot conservateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière progressiste, voire pire, de rejeter en bloc tout l'héritage des Lumières. On tombe dans ce que Lukács appelle l'irrationalisme, quoi. Et l'irrationalisme, en aucun cas, c'est de gauche. Ce que j'ai essayé de montrer dans La gauche contre les Lumières, c'est justement le caractère conservateur des arguments anti-lumière de la gauche contemporaine, une partie de la gauche contemporaine. Et dans Lumière de la gauche, je montre un peu plus le lien nécessaire, historique, mais pas seulement historique, théorique aussi, entre l'héritage du XVIIIe siècle et la gauche du monde contemporain, jusqu'à aujourd'hui. Bon, là-dessus, on va conclure parce qu'en plus, on arrive à la fin du minutage. Donc, merci Stéphanie, bravo. Et on va, comment dirais-je, on va...